Et salut la compagnie, ici KM. Merci de nous rejoindre pour notre deuxième émission au cœur de la forge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, avec qui on va parler de son parcours de créatrice dans le milieu du jeu de rôle grandeur nature. Salut Hélène, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, moi, ma foi, ça va très très bien. Alors nous, on se connaît assez bien puisque j'ai la chance de t'avoir comme joueuse sur mon GN et j'ai eu la chance d'être joueur sur ton GN. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette immense chance, pourrais-tu te présenter et parler un peu de ton parcours de créatrice? Alors je sais pas si c'est vraiment une chance de m'avoir comme joueuse, mais c'est déjà gentil de Si, le dire. si, 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 quand on sait l'investissement, Alors effectivement, donc moi c'est Hélène, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je fais du jeu de rôle grandeur nature, mais aussi du jeu de rôle classique, papier et puis, d'autres activités de ce type. À côté de ça aussi, je suis quelqu'un de très créatrice. C'est pour ça que quand même parler d'investissement, c'est-à-dire que quand je vais en jeu de rôle, j'aime beaucoup créer mes costumes, créer des décors, créer des objets de jeu qui favorisent l'immersion. Voilà. Parce que je suis plutôt le joueur de joueuse, pardon, qui va préférer les GN, donc à ambiance, à roleplay, plutôt que le classique baston, hein, qui ne correspond pas à moi, mes aspirations. Voilà, je pense que en présentation rapide, c'est ce que je peux dire, voilà. ça marche. Alors du coup, tu as déjà créé un univers pour un jeu de rôle grandeur nature qui s'appelait Battle Yokai Game ou Big pour les intimes, que je qualifie un peu d'enfant improbable entre les Hunger Games, la mythologie shintoïste, excusez-moi, Ouais, et les émissions de télé japonaises. Est-ce que tu peux nous en dire plus? tout à fait. Alors effectivement, Battle Yokai Game, c'est né en fait, à l'époque où, je jouais au, dernier, Yokai Watch qui, était sur DS. Oui, vu qu'on n'a pas eu l'opus sur Switch en France. J'étais très plongée dans la culture japonaise à ce moment-là. Bon, après, comme vous pouvez le voir un petit peu dans ma bibliothèque derrière moi, de toute manière, j'aime beaucoup cette culture. Et avec mon mari, on revenait d'un GN en fait où on avait eu la frustration de ne voir mourir aucun des personnages sur le GN. Donc, on s'est dit qu'on aimerait faire un grandeur nature où la mort était quelque chose de très possible, voire même d'inévitable. Et donc, on s'est dit, bah, avec quoi on pourrait, comment on pourrait amener ça? Parce que le but, c'est pas juste le plaisir de tuer des persos. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai une idée, on va faire une sorte d'Hunger Games. Donc, on a le côté jeu, show télé, voilà, qu'on va mélanger avec la culture japonaise. Ouais, on a les yokai, tout ça. Et puis, quitte à mélanger les deux, on va faire partir, ouais, voilà, sur cette émission de télé un petit peu loufoque où le but est qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Donc là, on n'est pas sur Highlander, mais plutôt sur une ambiance Battle Royale, d'où le Battle dans Battle Yokai Game. Donc voilà, ça a créé un petit peu cette envie d'univers. Et donc, on est parti sur ce principe-là. Donc, créer un jeu de rôle grandeur nature où on allait se faire s'affronter des équipes composées de 5 humains et d'un yokai. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les yokai, ce sont les créatures fantastiques qu'on retrouve dans le shintoïsme. Donc, le shintoïsme étant le courant de pensée, religion traditionnelle du Japon, qui vient compléter le bouddhisme. Voir qui se confond avec le bouddhisme, vu qu'il y avait une étude qui disait qu'il y avait, si on cumulait les croyants du bouddhisme et les pratiquants du shintoïsme, Mm. ça faisait x2 sur la population du Japon. Le Japon a Tout à fait. 150 millions d'habitants et il comptait 300 millions de croyants, et ça se confond, du coup. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a une croyance qui dit qu'au Japon, si je me souviens bien de l'ordre, on est bouddhiste, on se marie shintoïste et on meurt bouddhiste. Euh, C'est on est shinto, on se marie catholique et oui, on se alors, fait enterrer bouddhiste. souvent on se marie Ouais, shintoïste quand même. On oui. se marie catholique, c'est plus pour faire joli. Mais effectivement, à la base, pour revenir vite fait, le shintoïsme veut que toutes les religions et les croyances, en fait, sont les mêmes. C'est juste qu'elles ont un nom différent dans chaque endroit du monde. Donc, forcément, pour eux,
être d'une religion ou d'une autre, au final, c'est exactement la même chose. Mais voilà, donc on avait voulu mettre ces personnages-là en avant. Alors, bien entendu, on a perdu le côté gentil kawaii de Yokai Watch, hein, pour partir sur un côté un petit peu plus sombre. Donc, donc voilà, donc il faut imaginer que pendant un week-end, on a donc invité les joueurs à s'entretuer, du moins les personnages à s'entretuer, parce que je vous rassure, les joueurs vont bien. Non, on fait pas Euh, encore des fausses communes en GN, hein. non, 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 bah non, non, ça rapporterait pas beaucoup en fait Bah si les ouais, joueurs puis peuvent même pas pour revenir. ceux qui nous embêtent énormément, bon, on les laisse quand même partir en bonne santé. Oui, même si des fois il y a des joueurs où mais non, non, donc pendant un week-end, voilà, l'idée était de les amener à s'affronter dans cet univers donc que j'ai créé. Donc pour vous parler un petit peu plus de l'univers, il faut imaginer le Japon dans, on va dire, quelques dizaines d'années. Euh, donc malheureusement, le monde continue de vivre ce qu'on vit un peu aujourd'hui, avec effectivement la planète qui va de plus en plus mal. Et donc, ces esprits qui sont quand même énormément reliés à la nature décident de reprendre le pouvoir au Japon parce qu'ils trouvent que les humains font n'importe quoi avec l'île. Donc, il y a des guerres qui s'en suivent. Les yokai l'emportent, sauf que les yokai sont divisés en deux grands clans. D'un côté, les pro-humanités, qui, comme son nom l'indique, sont plutôt pour garder des humains au Japon, et les anti-humanités, qui, eux, par contre, pensent que le Japon se porterait beaucoup mieux sans les humains, si ce n'est au milieu d'une bonne table. Voilà. Donc forcément, même si la guerre contre les humains a fini, il y a toujours cette guerre entre les deux. Et l'empereur yokai du Japon euh, se demande comment il peut faire pour arrêter cette guerre-là, parce qu'il sait que c'est un petit peu compliqué. Et bon, yokai reste des Japonais comme les autres. Et donc, il se dit la meilleure manière, c'est de faire ce que l'humanité a si bien fait au cours de l'histoire, que ce soit avec les gladiateurs ou autres, voilà, c'est de proposer des jeux dans lesquels on va évacuer la frustration et ses envies de voir des morts, en fait, tout simplement. Et donc, pour ça, il décide de créer une émission de télé qui s'appelle Battle Yokai Games. Et donc, effectivement, où l'idée est de se faire affronter d'un côté des équipes menées par des yokai pro-humanité, de l'autre côté des équipes menées par des yokai anti-humanité. Et à la fin de l'émission, il ne reste plus qu'une seule équipe. Et si c'est une équipe pro-humanité, ça veut dire que pendant un an, la politique de l'empereur du Japon sera plus portée sur le fait de respecter les humains. Si c'est une équipe anti-humanité qui l'emporte, là, on sera plus en mode l'humain est un bœuf comme un autre. Voilà. Donc, pour vous tracer un petit peu le contexte et l'univers dans lequel ont pu évoluer les joueurs. Oui, en sachant que la notion de pro-humanité est tout bonnement assez subtile, puisque, alors je me rappelle plus, hein, tu m'excuses, c'était il y a longtemps. Bon, moi je Oui, oui. jouais à un Okami, donc un esprit yokai loup, euh, foncièrement bon et pro-humanité, puisque moi j'avais ma meute d'humains que je protégeais, dents et griffes sorties. Par contre, je me souviens qu'il y avait une yokai qui était pro-humanité uniquement parce que si l'humanité disparaissait, elle ne pouvait plus manger d'humains. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des yokai qui étaient pro-humanité, pas pour simple amour des humains, mais par intérêt. Soit parce qu'effectivement, du coup, elle se retrouvait sans nourriture et donc elle savait qu'elle allait mourir, vu qu'elle ne pouvait se nourrir que d'humains. Soit d'autres sont la conséquence directe des croyances des humains et de la foi des humains. Donc, si cette foi disparaît, ils disparaissent avec. Donc oui, quand on dit pro-humanité, il ne faut pas imaginer que ce sont que des gentils. Tout est en nuance. De toute manière, tout est en nuance de gris. Je fais rarement des univers soit tout blanc, soit tout noir. Voilà, sachant que dans l'histoire telle que je l'imaginais, pour l'instant, il n'y avait que les équipes anti-humanité qui l'emportaient.
vu qu'il faut bien imaginer que du côté des équipes anti-humanité, on avait forcément des joueurs qui correspondent à ces équipes, enfin des personnages, pardon, qui correspondent à ces équipes-là. On avait des meurtriers, des voleurs, des gens pas très fréquentables, tandis que du côté pro-humanité, on avait des gens plus qui étaient là parce qu'ils avaient des raisons d'être là, parce que effectivement la plupart des pro-humanité étaient des volontaires, Mmh. faut quand même être volontaire pour vouloir aller dans un jeu où on a 99% de chances de pas s'en sortir. Donc il y avait une histoire, qui avait quelque chose, et là, mon idée aussi était de mettre en avant que qui dit avoir une morale et avoir des codes fait qu'il est très compliqué de s'en sortir face à des gens qui en face n'ont absolument aucune morale et aucun code. Oui, oui. Alors, on peut Voilà. spoiler, c'est les pro-humanités qui ont gagné. Oui, alors j'avoue, j'ai été étonnée, mais bravo. Bon, on peut spoiler, Lord Yokai a passé son temps à tricher. Oui, 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 on pouvait tricher tant qu'on se faisait pas attraper, heu Voilà. et on avait des arrangements entre équipes pro parce que même si, il y avait qu'un individu qui pouvait survivre ou qu'une seule équipe, hein, c'était l'équipe d'un yokai qui devait gagner. On s'arrangeait entre, yokai pour pousser une équipe plutôt qu'une autre. À un moment, quand on arrive et que dans son équipe, vous avez plus qu'un survivant, bah, vous ralliez vos forces avec, l'autre yokai, donc qui a encore tous ses membres dans son équipe. Point intéressant, hein, puisqu'on parle aussi dans cet univers, vraiment une partie Hunger Game, puisqu'il y avait la possibilité pour les yokai de jouer au casino, de gagner de l'argent ou plutôt des ressources pour pouvoir donner des munitions, de l'armement, des médicaments, des drogues, pas mal d'équipements, en fait, de largage qu'on pouvait donner, à nos équipes pour les aider, en plus des pouvoirs qu'on avait. Voilà, tout à fait. On voulait vraiment mettre en avant ce côté jeu, pour que, mettre aussi vraiment cette dichotomie entre le côté horrible pour les humains de s'entretuer et en même temps complètement absurde, qui font que, les yokai, eux, sont là pour s'amuser, en fait. Même les pro-humanité avaient une certaine distanciation, même si le personnage comme celui de Kevin était très très proche de son équipe, ils étaient surtout là pour jouer et surtout là pour s'amuser et vendre du rêve aussi aux téléspectateurs. Parce que le gros point qu'on s'était, enfin le gros objectif, le gros défi qu'on s'était mis, malheureusement on n'a pas réussi à le relever, c'est qu'on voulait vraiment aussi essayer de donner ce côté jeu télé. Donc, on avait beaucoup de caméras. On avait 3 caméras sur le GN. En plus, les chefs d'équipe avaient sur eux une petite caméra type GoPro pour pouvoir filmer. On a essayé de faire des montages vidéo pendant le jeu. On a fait des interviews. Voilà, même moi, j'aurais rêvé, si les conditions logistiques nous l'avaient permis, ça aurait été de diffuser en direct en fait le GN sur la page Facebook de Epic GN, qui était donc l'organisateur du GN avec qui je travaillais, pour que les gens qui n'aient pas pu venir, en fait, puissent assister au GN depuis chez eux et surtout mettre en place un système de vote. Mmh. C'était un de mes objectifs, c'était que les gens qui, depuis chez eux, pouvaient voter pour leur équipe préférée, hein, envoyer un SMS au 6 12 12. On était un peu dans la même idée pour dire, bah voilà, sur tel créneau, c'est l'équipe numéro 1 qui a eu le plus de votes, et ben on va leur donner des armes en plus, des trucs en plus, vraiment pour avoir ce côté jeu qu'on va retrouver dans la culture japonaise et qui est très bien retranscrite aussi dans le film Hunger Games, en fait. Oui. Parce que si vous regardez le présentateur, il est tout en couleur, il est rococo, il est loufoque, à côté de l'atrocité qui se passe. Et c'était aussi ça que je voulais essayer de mettre en avant sur notre GN. Avec une super présentatrice, Oui, complètement avec une barrée. super présentatrice. Donc, je pense que ce GN est le GN où je me suis fait le plus haïr du monde. Parce que j'avoue que je fais partie de ces organisatrices qui n'arrivent pas à ne pas jouer pendant leur GN. Et donc, pour pouvoir garder un œil aussi sur le déroulement, j'ai fait la présentatrice du jeu, donc, qui est la petite fille, une des petites filles de l'empereur, et qui est absolument insupportable. Euh,
C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu mettre en avant ce côté, comment dire? Suroptimiste, surjoyeux que peuvent avoir les japonaises dans leur représentation justement de ces shows télé-là. Que ce soit ces shows télé ou que ce soit par rapport à l'univers des idols pour ceux qui peuvent connaître un petit peu, mais c'est-à-dire grand sourire, voix suraiguë, tout le temps excitée, tout le temps contente, qui court partout en rigolant, en offrant une bombe à Oui. qui il ne reste plus que 10 secondes au démineur en lui disant «Dans 10 secondes, tu es mort!» Voilà, non, je me suis fait haïr pendant le jeu, c'est clair et net. Et l'interview aussi des joueurs, enfin des personnages qui sont morts, puisque les personnages humains mouraient, mais il y avait un jeu qui arrivait derrière. Si tu peux en dire plus? Ah bah oui, forcément, il nous fallait un jeu qui arrivait derrière, en fait. Tout simplement parce que dans un GN où le but est de faire mourir les personnages, si votre personnage meurt dans la première heure de jeu et que vous avez rien derrière, je pense que vous serez un petit peu Le week-end va frustré. être long. Il va être très, Voilà, le très long le week-end va week-end, être très, très long. Donc du coup, on avait mis un deuxième jeu en parallèle, en fait, qui faisait que, les joueurs devenaient des bébés yokai. Parce que dans mon univers, c'était aussi une manière de créer les yokai. C'était tout simplement si les humains mouraient dans certaines conditions. Et ils avaient des objectifs à remplir, un peu comme un rituel de passage à l'âge adulte. S'ils arrivaient à le remplir, ils devenaient un yokai à la fin du jeu et donc rejoignaient la société yokai. Et puis s'ils n'y arrivaient pas, là, par contre, ils mouraient définitivement et leur âme partait dans l'au-delà. Ce qui était assez amusant, notamment, c'est que certains joueurs avaient clairement dans leur objectif de mourir le plus rapidement possible. Parce qu'ils étaient là pour devenir des yokai. Eux, que les pros, les anti l'emportent, ils s'en contrefichaient. Leur objectif était de devenir un yokai. Mais comme le suicide ne permet pas de devenir un yokai, bah forcément, ils s'étaient enrôlés pour les Battle Yokai Games. Et s'ils pouvaient se débrouiller pour mourir dans les premiers du GN, pour eux, c'est bon, c'était réussi, quoi. et du coup, avec l'intervieweuse qui vient demander à un personnage qui vient de mourir comment il se sent à sa mort. Normal. Normal. Alors là, je pense que sur la création d'univers, ça a demandé pas mal de travail parce que, il y avait vraiment beaucoup de yokai différents, Mmh. et vraiment des yokai sortis de derrière les fourrés que si on ne connaît pas vraiment le shintoïsme, bah, c'est vraiment pas les plus connus, hein. Non. Déjà, on n'a pas mis les plus connus parce que je suis quelqu'un qui, aime avoir entre guillemets «une certaine dose de réalisme». Je mets des grosses guillemets, hein, réalisme, hein, mais c'est-à-dire que, par exemple, il existe un yokai qui, a une bouche derrière la tête. Je sais que ce yokai, je l'aurais mis en jeu que si je connaissais un joueur capable de me faire un Mmh. costume où il s'installait une bouche derrière la tête. Voilà, un autre yokai qui est très très connu, c'est un squelette géant. Bon, je vois difficilement comment un joueur peut incarner un squelette géant. Alors, il y a eu énormément de travail. On a eu de la chance d'avoir une super équipe d'orgas au niveau de la réaction des backgrounds, donc des histoires des personnages, qui sont vraiment impliqués. Alors moi, je leur ai donné plusieurs références, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je leur ai donné des sites internet où ils pouvaient trouver des, entre guillemets, des dictionnaires des yokai. Il y a même des livres hein, qui sont des dictionnaires des yokai et autres. Donc, j'avais quand même un petit peu déblayé le terrain déjà en triant tous les yokai en pro-humanité, anti-humanité. Et effectivement, des yokai, il y en a des mille et des cents, comme dans n'importe quelle culture qui a des créatures, Mmh. on va dire, surnaturelles. Hein. Donc, on va dire, j'avais un peu défriché déjà en leur disant, bah, vous pouvez aller piocher là-dedans. Donc, en faisant un premier tri sur est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est anti, est-ce que ça peut être un intérêt aussi à jouer, parce que le but, c'est quand même que le joueur s'amuse. Si je faisais jouer un yokai qui passait juste son gène et être en boule et à pleurer dans un coin,
rapidement, ça devient Ouais, c'est ennuyant. un peu ennuyant. Voilà, donc voilà et puis après il y a eu effectivement tout un travail de rédaction qui a été fait par, les orgas qui étaient avec nous et là-dessus, ils ont fait un travail de fou. J'ai eu de la chance d'être vraiment très bien entourée, parce que, bon moi je vous laisse imaginer que je repassais derrière, je relisais tout, je m'assurais de la cohérence aussi, parce que c'est quand même mieux quand on a un monde qui est cohérent. Mais là-dessus, vraiment, ouais, je les remercie encore parce que je pense que sans eux, il m'aurait fallu facilement 2 à 3 mois de plus pour pouvoir écrire le GN et faire les bacs de tout le monde. Alors du coup, pour les personnages, comment tu conçois tes backgrounds de personnages? Alors, généralement, généralement, je pars de quelque chose en particulier. Sur Battle Yokai Game, il faut savoir qu'on avait beaucoup créé les personnages à partir de métiers parce que chacun, euh, au lieu d'avoir un système de compétences en place, comme on peut trouver sur certains GN ou dans certains jeux de rôle, là, on s'était mis en place plus sur un système de métiers. Donc, il y avait les mercenaires, il y avait le garde-chasse, il y avait le médecin, il y avait le professeur en histoire. Oui, très utile dans un battle game, enfin un royal game. Euh, voilà. Et donc, en fait, généralement, je prenais quelques éléments comme ça. Par exemple, bon, bah, lui, il est professeur en histoire. Il est plutôt chez les pros. Après, il va devenir tel yokai, parce que pour moi, il faut quand même que le Mmh. yokai qu'il devienne ait un rapport avec l'humain qu'il était. Et c'est à partir de ces éléments-là, on va dire que le BG a plus ou moins découlé de lui-même. Aussi avec les objectifs. Après, ça s'entremêlait avec les objectifs que je pouvais mettre sur les joueurs. Par exemple, le professeur en histoire qui était spécialisé sur l'histoire des yokai et dont lui, son rêve était de devenir un yokai. Donc forcément, j'allais faire un BG plutôt sur un nerd qui passait enfin, l'archétype tel qu'on peut l'imaginer de l'enseignant chercheur en histoire, toujours dans ses bouquins, qui limite est foufou depuis qu'il a que les yokai existaient vraiment, voilà, et donc mais qui à la fois peut avoir ce côté un peu torturé et autre parce qu'il se dit bah plus vite je vais mourir, plus vite je vais avoir une chance d'être un yokai. Enfin, voilà, c'est pour Battle Yokai Game, les backgrounds se sont déroulés comme ça, et puis aussi un peu l'envie des joueurs, vu qu'on avait un rapide questionnaire sur qu'est-ce que vous aimeriez jouer, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas jouer. Voilà, et donc forcément, les envies nous aiguillent aussi et nous donnent des pistes sur quoi écrire, en fait. Voilà. Même si, soyons honnêtes, on n'avait pas des énormes, pour les joueurs, on n'avait pas des énormes backgrounds, parce que vu que le but du jeu était qu'il meure assez rapidement, je voyais pas l'intérêt de leur faire apprendre 5 pages de background pour que potentiellement en 2 heures ils servent plus à rien, quoi. Au revoir en 5 minutes. Oui, Alors on n'a je pas une mort au bout de 5 minutes. Au départ, ils étaient pas chauds, hein. Ils sont tous allés se planquer dans un coin. Le début du gène était très lent, pour être honnête. mmh, y a pas eu un mort dès le premier soir? Si, mais on a oh, je sais même plus. Ah, il me semble parce que, Mais je j'ai sais que les premières heures on est sorti les orgas et on allait un peu bouger les PJA pour justement pousser les joueurs. C'était une tactique, hein. Beaucoup de joueurs dès le départ sont allés se planquer, sont allés faire des reconnaissances du terrain oui. aussi, en même temps pas bête, hein, pour voir où faire des embuscades et autres. On a eu une très longue scène d'embuscade, trop Mmh. longue scène d'embuscade. Euh, Ça, c'est les aléas du direct, hein. On prévoit des choses c'est ça. et il se passe plein de trucs dans la tête de tout le monde et personne se coordonne et il se passe rien. C'est C'est un grand Ah, c'est classique. vrai que, à la fin du GN, on a eu une scène à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'était dit que ça allait aller crescendo au fur et à mesure du GN, parce que forcément, plus ils allaient voir le nombre d'équipes descendre, plus ils allaient avoir envie d'être les derniers survivants. Et en fait, à la fin du GN, il y a eu un moment, une espèce de freeze autour d'une plaine, où on avait les 2 camps qui se regardaient les uns les autres et aucun camp ne voulait bouger.
Ouais, ça avait été, très, 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 très long. Alors c'était pas la fin du gène, hein, c'était la fin du samedi soir. Ah, c'était la fin du samedi J'ai soir, on bon, bah, était déjà dans les my bad. négociations entre yokai et c'était, assez compliqué, à gérer, puisque là, effectivement, on est sur un jeu de simulation où on Mmh. limite, enfin, on interprète des rôles pour être plus précis, mais il y a aussi le plaisir, bah, des joueurs qui doit être pris en compte et en fait, c'était surtout une négoce entre yokai, un peu RP, surtout HRP, et on a failli s'écharper pour le coup. Mmh. C'était assez compliqué sur les interprétations de rôles, mais ça se passe pas toujours. C'est un peu comme les en JDR quand tu masterises et que tu as des joueurs qui restent bloqués 2 heures juste devant une porte qui n'est pas fermée à clé et qui vont être 2 heures en train de c'est juste la porte, hein, du magasin et ils sont là pendant 2 heures à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on Comment on fait? ouvre? Comment on ouvre? Est-ce qu'elle est piégée? Est-ce qu'elle est magique? Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens derrière, qui attendent en embuscade. Est-ce que j'entends des bruits?» Et oui, c'est vrai que les embuscades étaient assez longues. Alors Et vas-y, je t'en prie. Et oui, j'allais dire, et c'est notamment pour ça aussi qu'on avait des PNJA, donc ce qu'on appelait les PNJ ambiance, qui étaient là aussi pour un peu redonner du jeu et autres. Et on avait notre équipe d'orga qui aimait bien mettre le bordel, qui, du coup, quand vous voyez que les situations étaient un peu trop bloquées, allait effectivement débloquer les situations en provoquant quelque chose qui fait que de toute manière, ils étaient obligés d'intervenir. L'anecdote que je racontais tout à l'heure avec la bombe, effectivement, c'est parce que c'était un moment où il y avait eu un le soufflet était un peu tombé, dans le jeu. Je pense qu'il y avait une fatigue qui s'était installée parce que malheureusement aussi, on a eu une météo dégueulasse. Alors quand vous faites du jeu en extérieur, avec une météo qui, vraiment pas de bol, hein, parce que le week-end d'avant, il faisait soleil, le week-end d'après, il faisait soleil. Mais pendant le week-end du GN, on a eu le droit limite à de la tempête. Et ben, on envoyait comme ça, des gens, bah, moi je me suis vue effectivement débarquer dans une scène où j'avais un groupe qui parlait, 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 le but c'est pas de parler, c'est de s'entretuer. Bah, j'arrive, je leur dépose une bombe qui est allumée, maintenant désamorcez-la et puis moi je m'en fiche de toute manière si elle explose, je suis immortelle, hein, donc Oui et en sachant que la création d'un univers, c'est établir un peu ces règles, qui vont le fixer, qui vont dire ce qui est possible et mmh, ce qui est impossible. Là, en l'occurrence, dans ton univers de Battle Yokai Game, il y a la notion d'émission de télé. mmh, Les gens sont pas là juste pour regarder des mecs assis derrière des buissons pendant 5 heures et il se passe rien. Ça veut dire perte ouais, d'audimat, s'il y a pas de gens qui regardent, c'est que l'émission marche pas, bah, pourquoi on fait ça? Donc voilà, il y a effectivement une logique derrière, une règle, c'est, bah, oui, mmh, les gens de l'émission vont balancer des bombes, vont faire des trucs et on peut reprendre, puisqu'il y a une inspiration d'Hunger Games. Dans Hunger Games, il y a des scènes comme ça exactement ouais. où ils disent: «Ouais, bah, là, attends, quand Katniss refuse de combattre au début, bah, le producteur et les agents, agissent pour, la forcer à se replier sur le combat. Qu'elle meure ou qu'elle gagne le combat, ils s'en moquent, mais il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il se passe quelque chose. Tout à fait et puis, comme je le disais aussi, c'était pour l'empereur une manière d'éviter la guerre au Japon, parce que lui, qu'il y ait de la guerre entre les yokai, ça l'arrangeait pas du tout. Mmh, Parce que sa peur aussi, c'était que si les yokai commencent à faire la guerre entre eux, ils repassent en infériorité numérique et donc les humains puissent reprendre le pouvoir. Donc, beaucoup plus tard, peut-être 3, 4 ans après LGN, j'ai découvert la série des films The Purge, donc je sais plus comment il s'appelle en français, c'est American quelque chose. Donc bref, qui m'a fait beaucoup penser pour le coup à cet aspect-là de Big, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas cette série de films, l'objectif est pendant une journée aux États-Unis, il n'y a plus de loi. Voilà, pendant une journée, les Américains ont le droit de faire absolument tout ce qu'ils veulent. En échange, c'est qu'ils ne commettent pas de crimes le reste de l'année. Bah, on est un peu dans cette logique-là, en fait. C'est-à-dire que pour l'empereur du Japon, c'est que si ceux qui ont besoin de sang, ont besoin de violence, peuvent se repaître de cette violence à la télé, voilà. Et puis ceux qui sont contre la guerre, en même temps, ils voient quand même un certain arrangement parce que les joueurs sont des joueurs volontaires, donc ils ont fait le choix
de se rendre au Battle UK Game. Donc, c'est pas non plus des victimes innocentes, hein. Ils ont décidé pour leur propre vie. Ça convient, entre guillemets, à tout le monde. C'est vraiment ce qu'a trouvé l'empereur. Donc, effectivement, comme tu le disais, si l'émission commence à ne plus fonctionner et si les gens qui la regardent commencent à s'ennuyer, bah, le risque, c'est tout simplement de ressombrer dans une guerre et de ressombrer dans une époque chaotique. Voilà. Puis nous, en termes de mécanique de jeu, ça arrange bien les choses puisqu'on a besoin d'un jeu mécanique où les gens vont s'amuser aussi. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de Ouais. Battle Yokai Game. Tu as un deuxième univers à nous présenter. Mhm. Alors celui-là est un peu plus dense, je devrais-je dire, que tu écris depuis déjà longtemps, moyennement longtemps. Je sais pas, 20 ans, ça compte comme moyennement longtemps ou longtemps? Ah, je sais pas, faudrait peut-être demander à Tolkien, hein. Je sais pas ce qu'il en penserait, lui il dira peut-être que c'est rapide, hein, c'est dans la Peut-être, norme, ça reste dans la peut-être. moyenne. Donc là, on change complètement de registre puisqu'on passe quasiment du survival, post-apo, fantastique à de la fantasy pure Mmh. et ça s'appelle Meridiana. Donc voilà, donc Meridiana, effectivement, c'est un univers sur lequel je travaille, pas non plus comme une acharnée, hein. Je suis pas Tolkien. J'ai une vie à côté, ce n'est pas mon métier. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc je travaille sur un univers, voilà, qui, quand j'étais adolescente, m'a permis de m'évader tout simplement, hein. Faut se rappeler que, pour ceux qui connaissent, qui étaient déjà nés, j'étais adolescente dans les années 90-2000, donc on était en plein dans la grande période, des fanfictions, notamment, hein, Harry Potter, mon amour, et autres. Donc l'écriture était quelque chose, notamment chez les adolescentes, de très en vogue, de très à la mode. Donc, comme beaucoup d'ados, j'ai écrit des fanfictions Harry Potter. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Ah bah, plutôt que d'écrire sur un univers qui existe, même si ça m'éclate, pourquoi pas créer mon propre univers?» Parce qu'il faut savoir aussi que, via la maison des élèves de mon lycée, je faisais du jeu de rôle, je faisais des jeux vidéo en ligne, vu qu'on avait un cybercafé à l'époque dans mon lycée. Voilà, donc j'en suis venue à vouloir créer mon propre univers et puis cet univers, je l'ai gardé avec moi, bah, pendant 20 ans. Je l'ai fait évoluer pendant 20 ans. Au départ, c'était fait pour, être enfin une fiction et puis, après c'était fait, pour devenir un roman, hein. Je m'imaginais déjà du haut de mes 17 ans être la nouvelle J.K. Rowling. 20 ans après, je peux vous dire que ça n'a pas marché. Heu, Ensuite, comme je me suis mis au JDR, je me suis dit: «Tiens, ça ferait un bon univers pour du jeu de rôle» et puis là, je me suis confrontée à: «Ouais, mais qui dit jeu de rôle dit système de règles. Non, bah, ce sera pas un bon univers pour du jeu de rôle». Et puis là, bah, je suis tombée dans le milieu du GN et là, je me suis dit: «Ah, là, on tient quelque chose». Parce que même s'il y a des règles dans le GN, on va dire que les règles en GN, sont souvent beaucoup plus simples que les règles de jeu de rôle, de mon point de vue. Surtout que, il y a 15-20 ans, quand j'avais pensé à l'adapter en JDR, on était sur, du système DD, du système Vampire la Mascarade, des systèmes qui étaient très lourds en règles, qui était très en vogue à l'époque, hein, voilà. Contrairement à certains systèmes de jeu maintenant où il y a pas forcément beaucoup de règles, beaucoup de jets de dés et autres, là, on était à fond dedans. Heu Donc je me suis orientée vers le GN et vers l'écriture de mon univers, dans le GN, tout en ayant gardé, bien entendu, toute la base que j'avais pu développer, au cours de ces années. et si je puis me permettre aussi, c'est que, sur les la différence, c'est qu'un système de règles, de JDR, souvent est lié au hasard et on utilise des Mmh, probabilités mathématiques pour que le jeu ne soit pas trop avantageux ou trop mmh, désavantageux par rapport à un dé. Quand on le lance, on peut pas prédire à l'avance ce qu'il va faire. Là où le GN, on est sur de la compétence, d'interprétation, mmh. qui va demander beaucoup de choses, plus faciles à gérer. Il suffit juste de dire quand vous pouvez: «Je veux taper plus fort», bah, je l'annonce, je tape plus fort et ça marche en GN.
Oui, il y a de ça aussi. Puis l'avantage que j'y voyais aussi, c'est que ça me permettait de l'adapter en GN, ça me permettait de mélanger plusieurs passions que je pouvais avoir. C'est-à-dire, j'avais une passion pour l'écriture, j'ai une passion pour la création. J'aime créer sous différents médiums, que ce soit l'écriture, la lecture, la décoration. Enfin voilà, j'aime être tout le temps dans cette chose-là. J'ai fait aussi du théâtre pendant de nombreuses années. J'ai commencé le théâtre de souvenir, j'étais en primaire, donc je dois avoir 8-9 ans. J'ai fait du cosplay, j'ai adoré monter sur scène sur le cosplay. Donc effectivement, le GN me disait, ça me permet de mélanger tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux écrire mon univers, je vais pouvoir concevoir des décors pour mon univers, je vais pouvoir concevoir des costumes pour mon univers, et je vais vraiment pouvoir être dans cette passion de la création sous différents médiums, qui est quelque chose qui me plaît aujourd'hui beaucoup, que ce soit dans moi ce que je fais ou dans ce que je peux suivre, hein. Mhm. Typiquement, je suis une très très grande fan de l'univers Marvel pour les multiples adaptations qu'ils ont pu faire sur différents médiums en fait. Oui. Euh, voilà. Donc là-dessus, c'était pour rejoindre ce que tu disais sur la différence entre les règles. C'est aussi, ça permet une immersion où on fait un peu moins appel à l'imagination, hein, parce que quand on est autour d'une table, on est vraiment dans l'imagination pure et dure, j'ai presque envie de dire. Mais il y a plus d'immersion et je trouve ça, à mes yeux, plus intéressant aussi. Euh, et du coup, Meridiona, ça parle de quoi? Alors, Meridiana, ça parle d'un univers qui a été créé de toutes pièces, à la base par une grande déesse, une étoile, qui, je vous laisse deviner, s'appelle Meridiana, et qui donc a créé un univers. D'abord, elle s'est créée deux sœurs, parce qu'elle était seule, elle avait découvert ce que c'était que la vie, mais tout était noir autour d'elle, bon, bah, elle s'ennuyait. Avec ses sœurs, elle a décidé de créer un jeu euh, donc, auquel elles pourraient jouer en fait. Et donc là, elles ont créé une terre sur laquelle on retrouve donc, il faut imaginer plutôt un système de terre plate, hein, comme on peut retrouver dans le Disque Monde ou encore dans The Magicians, avec une grande île au milieu. Et là, elles ont créé toute la nature et autres. Et puis, elles ont fini par créer des choses, hein, pour aller sur cette île, donc des animaux, des humains. Voilà, elles ont regardé comment les humains évoluaient petit à petit. Les deux sœurs ont commencé à s'ennuyer à leur tour, donc elles se sont dit, tiens, si on créait pas la magie. Donc là, elles ont créé des nouveaux peuples qui seraient capables d'utiliser donc les arts, ma manière d'appeler la magie dans mon univers. Et puis pareil, elles ont continué de voir comment ça évoluait, comment ils interagissaient entre eux. Elles sont beaucoup intervenues aussi dans toute cette histoire-là, parce que clairement, c'est comme tout, hein, quand un jeu commence à vous ennuyer ou vous gonfler, bah, soit vous éteignez la console et vous changez de jeu, soit vous revenez à la sauvegarde précédente. Bah, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que quand elle est gonflée, elle faisait table rase et puis soit elle décidait de garder en l'état, mais en changeant un peu les règles, soit elle changeait complètement de référentiel. Donc, on évolue, donc il faut imaginer ce monde-là à la base. Et là où va arriver le GN, c'est qu'en fait, il y a eu une grande guerre entre différents peuples euh, qui a été très très sale comme guerre. Ça a été la guerre la plus meurtrière des 2000 ans d'histoire de Meridiana. Et donc là, comme elles n'étaient pas du tout contentes, elles ont décidé de faire une très très grosse punition, c'est-à-dire qu'elles ont retiré toute la magie du monde. Alors, imaginez-vous demain être privé d'électricité, vous vivrez à peu près ce que vivent les habitants de Meridiana. C'est-à-dire que ça fait des centaines et des centaines d'années que tout est fait à base de magie, la cuisine est faite à base de magie, la fabrication de vêtements est faite à base de magie. Quand la magie est une ressource que tout le monde possède, forcément, vous l'utilisez au quotidien. Bah voilà. Donc là, forcément, ça devient compliqué. Ça devient très, très compliqué. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai voulu faire jouer le GN.
pour pousser les joueurs à être dans une histoire où on leur a retiré une part d'eux-mêmes. Parce qu'en plus, la magie dans mon univers est vraiment quelque chose qu'on a en nous. C'est ce qui, la magie, de manière globale, c'est ce qu'on appelle les arts. Et la petite part qui fait que vous pouvez utiliser la magie, c'est l'étincelle. On vous a retiré tout simplement cette étincelle-là. Donc, plus d'étincelle, plus de feu. Donc, va falloir tout recommencer au départ, quoi. Donc, mais sachant bien entendu tout ce que vous avez perdu. Donc tu es presque sur de la fantaisie catastrophique ou de la fantaisie post-apo parce que donc il y a plusieurs peuples, hein, mais il y a vraiment une partie de peuples qui vont utiliser la magie. Enfin, d'ailleurs, un élément magique qui va déqualifier un peuple. Il y a les humains qui vont en faire un petit peu, mais les déesses ont dit ouais, mais ils vont pas en faire aussi bien que les voisins, donc ils en feront juste un petit peu parce que voilà, c'est comme ça. Et en plus, c'est une essence qui est vraiment présente dans les individus. Donc, tu es vraiment sur une charnière où tout se casse la gueule. Tout à fait, Les gens se sentent pas bien. tout à fait. Parce que s'ils Ah avaient... on est en grosse dépression là, hein. Et s'il y avait des machines volantes ou autres, ça fait un carnage derrière dans la population. Est-ce que ça n'a pas fait plus de dégâts au final que la guerre en elle-même? Alors, on va dire en termes de morts, pour l'instant, ça n'a pas fait plus de dégâts, sauf pour un peuple en particulier. Mais est-ce que ça a fait plus de dégâts? J'ai envie de dire peut-être. Pour l'instant, ça fait que 30 ans qu'ils sont privés de magie, là où va se passer le jeu. Mais justement, après, il faut imaginer que, comme je vous l'ai dit, Meridiana, c'est un jeu pour les DS. Donc, savoir si leur décision a été juste ou pas, elles s'en fichent. Elles ont juste envie de jouer et la partie devenait agaçante. Donc, elles ont dit, bon, ben voilà, dans l'histoire, au départ, personne n'avait de magie, ça se passait bien, à peu près, il y a eu des guerres par-ci, par-là, mais bon, au moment, c'était chiant, quoi. Donc, on va leur donner la magie, on va voir ce que ça donne. Bon, les humains sont jaloux, allez, on va donner un peu de magie aux humains aussi, comme ça, ils arrêteront d'être jaloux. Bon, là, ils utilisent leur magie pour se tuer les uns les autres. C'est plus drôle, hein, parce que si on n'a plus personne sur le plateau, c'est pas très marrant non Ouais, plus. si tous les jouets sont cassés, C'est le jeu ça, s'arrête. c'est ça, c'est quand on n'a plus de briques, on a beau avoir le plateau Lego, s'il n'y a rien à mettre dessus, on ne fera pas une jolie tour. Mais donc, effectivement, ça, leur volonté a été de se dire on va refaire là, on va réinventer le système de règles et on va voir maintenant qu'ils ont connu, entre guillemets, leur apogée, comment est-ce qu'ils vont survivre sans ça. Surtout comme disait Kevin, chaque peuple a un type de magie particulier. Alors là, je suis un peu repartie aussi plus ou moins dans le principe que j'avais fait sur Big, c'est-à-dire de faire des choses qui étaient un peu par métier. Même si là, au lieu des métiers, on a les éléments et puis autre chose. Euh, donc, par exemple, si les peuples qui ont été créés par Eleanen, donc qui est une des sœurs de Meridiana, sont des peuples basés sur les éléments. Donc, on a les hydromanciens qui sont le peuple de l'eau, les pyros qui sont le peuple du feu, les télos, le peuple de la terre, les aéros, le peuple de l'air. Si vous parlez grec, je pense que j'avais pas besoin de vous expliquer. À côté de ça, on a les peuples qui ont été créés par Ia, donc la troisième sœur, qui sont les hématomanciens, donc le peuple du sang, et les nécromanciens, le peuple de la mort. Et on a on a trois autres peuples en plus qui sont présents sur Meridiana. Ceux qui ont été créés à la base par Meridiana elle-même, donc les humains et les féris. Les féris, ce sont une sorte de fées qui servent en fait à gérer la vie sur Meridiana. C'est-à-dire que sur Meridiana, en fait, les âmes, parce que donc c'est un monde où les personnages possèdent des âmes, euh, ne se renouvellent jamais. Donc on est vraiment sur un cycle de réincarnation. Il y a eu tant d'âmes au départ et il y aura tant d'âmes jusqu'à la fin du monde. Donc pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut forcément qu'il y ait une mort. Il faut que l'âme quitte un corps pour pouvoir incarner le nouveau corps. Les féries, en fait, ont ce rôle de faire passer les âmes d'un corps à un autre. Et puis le dernier peuple dont je vous ai parlé, c'est les sans-âmes. Le dernier parce qu'il faut parler des féries avant, qui en fait sont tout simplement les morts qui ont été ramenés à la vie, entre guillemets, par les nécromanciens. Pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'ils n'ont pas d'âme.
d'où le nom sans âme. Et donc, ils sont pas vraiment vivants. On va plus être sur un peuple un peu inspiré des zombies, sauf que au lieu d'avoir faim de cerveau, ils ont faim d'âme en fait. Leur but à eux est juste d'aller essayer de voler une âme, très souvent en tuant quelqu'un et en récupérant l'âme avant que les ferrés arrivent pour venir la chercher, mais ça peut être aussi en allant attaquer des laboratoires de passage de l'âme des ferries et autres. Ouais. Voilà, donc Les sans-âmes qui sont dirigés par les nécromanciens, qui voilà. aujourd'hui n'ont plus de magie, et donc... Voilà, c'est tout le problème. C'est que effectivement, les sans-âme étaient quand même contrôlés par les nécros, hein, par leur maître. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de magie, donc les sans-âme sont totalement incontrôlables. Donc ça pose un problème pour cette caste-là. Bah, déjà, eux aussi, parce que du coup, ils peuvent plus relever personne, ni contrôler personne. Donc, il faut imaginer que c'est un peuple qui avait l'habitude de vivre avec des esclaves, tout simplement. On va mettre le mot dessus. Hein. Ils avaient des êtres pour faire tout à leur place. Bon, bah, va falloir qu'ils apprennent à vivre sans, s'ils tiennent à leur âme. Parce que du coup, le problème aussi, c'est que si vous ne le contrôlez plus, il y a de grandes chances qu'il se retourne contre vous. L'autre gros peuple à qui ça pose problème aussi, c'est les hématomanciens, parce que donc les hématomanciens, qui s'approchent beaucoup des vampires, sont un peuple immortel, justement grâce à la magie du sang. Et ben tout d'un coup, ils vont découvrir ce que c'est que la mortalité après 1000 ans de vie. Je pense que ça va leur faire tout bizarre. Je pense que ça va être le peuple qui lui, par contre, effectivement, est le plus inquiet depuis la Grande Punition. Mais en même temps, c'est eux qui étaient à la base de la Grande Guerre. Donc, fallait bien que ce soit L'un dans eux l'autre. qui prennent la plus grosse punition. Je ne dis pas la tronche des hématociens quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus immortels. Ouais, ouais, ça a fait très, 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 très bizarre, je pense. Parce qu'en plus, ils ont été virés. Il faut savoir que les hématomanciens, c'était vraiment un des peuples les plus hauts, on va dire en termes de politique, parce que de par leur immortalité, c'est eux qui étaient garants de l'histoire, c'est eux qui étaient garants des lois, voilà. Et comme ils sont à l'origine de la guerre, en plus, on leur a retiré en fait un peu ce droit de noblesse. Donc du jour au lendemain, ils perdent leur noblesse et en plus ils perdent leur immortalité. Donc clairement, je pense que si des joueurs sont intéressés pour jouer les hématomanciens, il faudra que ce soit des joueurs qui vraiment soient capables de jouer un désespoir profond. Parce que là, on est vraiment on vient de m'annoncer un cancer. Hein, Ouais, donc clairement. Du coup, des morts vivants, des vampires, qu'est-ce que tu as d'autre comme ouais. peuple dans les valises? Ah, alors, que j'ai d'autre dans le peuple dans les valises? Pour faire simple, on va avoir des équivalents d'elfes. Alors, les elfes, on va dire classiques, tels qu'on les imagine à vivre dans la forêt et autres, qui vont être les aéromanciens, donc l'ancien peuple de l'air, qui effectivement sont reclus dans leur forêt depuis que la grande tragédie s'est passée. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un peuple qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même. On va avoir un autre type d'elfes qui là vont être les elfes de l'eau, donc les hydromanciens, donc qui eux sont plus proches effectivement de tout ce qui peut être océan, mer, marais. Donc eux, leur couleur de peau va changer en fonction d'où ils viennent, hein, pour passer de teinte bleu foncé, l'océan, à un vert sale pour ceux qui viennent des marais et autres. Et puis en plus, un système de branchies qui leur permettait en fait tout simplement de vivre sous l'eau, de respirer sous l'eau comme ils pouvaient vivre sur Mm. Terre. Donc, on va avoir des nains un peu typés vikings euh, euh, du côté du côté des pyromanciens. Voilà. Et puis, on va avoir aussi Alors, j'ai fait les pyros. Les télomanciens, donc, qui sont des hommes-chats, enfin, hommes et femmes-chats, donc avec les jolies petites oreilles de chat et la petite queue de chat et le côté tout choupi kawaii des micottes pour ceux qui jouent à Final Fantasy. Le Euh, Japon n'est jamais trop loin. voilà. Non, le Japon n'est jamais trop loin. Oui, même si pourtant quand j'avais créé à la base l'univers de Méridional, j'avais pas forcément le Japon en tête. En le revoyant 20 ans plus tard, je me rends compte que si, j'avais quand même des inspirations japonaises qui étaient toujours très présentes.
Donc j'ai fait les héros, j'ai fait les Pierrots, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et puis effectivement, bah, les humains. Et puis les féeries, donc, qui, comme son nom l'indique, sont des fées. Donc là, on est plus sur le principe de la petite fée avec ses ailes de libellule dans le dos. Et puis voilà, quoi. C'est Assez classique. voilà, assez classique, mais tout en étant, effectivement, on est quand même dans de la fantaisie assumée où on retrouve des peuples, pas que tous humanoïdes dans tous les Mhm. cas, mais avec des différences physiques qui vont faire aller un petit peu plus loin, quoi. Et d'ailleurs, ça soulève un peu plusieurs questions. Alors, pas d'orques? Non, pas d'orques, parce que j'ai toujours détesté les orques. Voilà, tout Pareil simplement. pour les gobelins. Pareil pour les gobelins. Et Voilà. alors, pourquoi des nains vikings? Alors pourquoi des nains vikings? Parce que je sais pas, dans ma tête, les nains c'est viking. Je sais pas où je suis allée chercher ça. Alors, Euh, il y a une définition, effectivement, des nains, de vergs et compagnie qui sont des mythologies vikings, hein, tout comme les elfes. Donc, c'est pas forcément Oui, déconnant en soi. c'est pas déconnant en soi, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette image ouais, de ce qu'on pouvait voir au niveau des Vikings et puis ce qu'on pouvait retrouver au niveau des nains classiques. Enfin, voilà, pour moi, ça allait ensemble, mais effectivement, comme les elfes et les nains viennent plutôt de la mythologie Aesir à la base. Je pense que inconsciemment, je repartais là-dessus, vu que dès toute petite, aussi été branchée très mythologie. Voilà, on va dire que c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait, mes cours d'histoire. C'est quand on parlait Égypte ancienne, Grèce, Panthéon et autres. Donc voilà, je pense que effectivement, d'où le nain viking. Et un peuple chat. Alors ça, c'est Un peu peuple chat. banal pour le coup. En tout cas, dans Alors, l'univers du GN. oui, c'est peu banal. Pourtant, j'ai vu des GN avec des peuples chats. J'ai le nom qui m'échappe, mais je sais qu'il y a un GN avec des peuples chats. Euh, Tout simplement parce que bah, j'aime beaucoup les chats. Tout Il faut, simplement. faut, faut pas aller chercher très très loin des fois. J'ai 2 chats à la maison. Quand j'ai créé Meridiona, depuis toute petite, je rêvais d'avoir un chat et je vivais dans une maison avec une maman qui avait très très peur des chats et un père qui détestait les chats. Donc clairement, on m'a fait comprendre qu'avoir un chat à la maison, c'était non. Euh, Ce qui était d'autant plus frustrant, c'est que j'ai su plus tard que quand j'étais bébé, mes parents avaient un chat. Donc alors là, je me c'est pas juste. Donc je pense que ça a été un moyen aussi d'évacuer cette frustration. Et d'avoir tes chats Et à puis toi. d'avoir mes chats à moi. Et puis comme on disait, effectivement, le Japon était toujours là. C'est-à-dire que j'étais une grande fan de Cardcaptor Sakura, de Sailor Moon, de Tokyo Mew Mew, de tous ces univers shoujo et magical girl où la symbolique du chat est très présente, vu que le chat est un animal qui est très aimé au Japon, comme d'autres Mm. animaux, mais c'est un animal dont on retrouve la symbolique Un peu partout. énormément. Donc je pense que c'est un peu comme les nains vikings, quoi. C'est que dans ma tête, c'était ancré et puis je ne me voyais pas ne pas avoir de peuple chat parce que quand j'ai créé Meridiona, les 3 premiers personnages qui me sont venus en tête, c'était forcément les 2 héroïnes, les 2 sœurs Mhm. héroïnes, qui étaient une hydromancienne, donc une ondine, puisque à la base ça s'appelait les ondins, et une demi-ondine, donc mi-ondine, mi-humaine, et une femme chat qui s'appelait Mélinda. Donc forcément, il fallait que ça reste derrière. Oui, forcément. Et ça va faire une transition parfaite. Du coup, quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées et quand tu as créé les bases de Meridiona? Oh là, j'en ai eu plein. Alors, je vais essayer discrètement de me rapprocher de mon chargeur. Je suis désolée, j'ai un problème de batterie que je n'avais pas anticipé, donc vous m'excuserez. Mais je vais continuer de parler en même temps, vous m'excuserez pour l'image qui n'est pas terrible. Quelles sont mes inspirations? J'en ai plusieurs. J'en ai vraiment des milliers. Ah,
On a perdu le son. Euh, on a perdu le son. Alors, comment je vais régler le problème? Anto, est-ce que c'est bon pour le son? Là, je t'entends. Ok, super. Donc, hop là. Anto, je suis navrée. C'était pas prévu. Donc, mes univers d'inspiration. Donc, on a les livres de Jean-Louis Fedgen. Déjà, je vais commencer par là parce que c'est un petit peu ma base. Donc, qui sont, hop là, voilà, qui sont de la fantaisie française, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, moi, m'ont bercé au même titre que beaucoup ont été bercés par les Tolkien. Voilà. Parce que adolescente, je vous avoue que Tolkien, moi, m'a pas du tout plu. J'ai essayé de les lire. J'ai pas réussi. Je trouve que l'écriture de Tolkien n'est pas forcément adaptée aux ados. Par contre, j'ai adoré dévorer les livres de Fetchen. Donc voilà, qui parlent de nains, d'elfes et autres, comme on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup, mon univers est aussi beaucoup, comment dire, inspiré de d'Anne Rice, donc la romancière, pour tout ce qui va être la partie vampire, nécromancien, magie un peu sale, un peu dérangeante, voilà. Aussi une très très grosse source d'inspiration, ça a été Legend of Zelda. Voilà, clairement, les fées, les 3 déesses, n'allez pas chercher plus loin, elles viennent de là. Voilà. Quand je sortirai le GN et qu'il y aura des visuels, vous ne serez pas étonnés, même si je respecte tout à fait le copyright et il y aura un beau petit copyright en dessous, de voir des images de Faror, Nyaru et Dean, parce que clairement, elles m'ont inspirée. D'une certaine manière, Harry Potter aussi, pour le côté, en fait, organisation en différents peuples. Bah là, je sais très bien que ce qui m'a influencé, c'était l'organisation en maison au sein de Poudlard. Va y avoir les univers de GN aussi, bah forcément Donjons et Dragons, on peut pas passer à côté. Vampire la Mascarade, qui étaient les deux jeux principalement auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. Puis après, il y a aussi comment dire, il y a aussi tout simplement les cultures japonaises, les cultures celtiques, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis bretonne, donc quand même bercée par la culture celtique, notamment parce que j'ai vécu 18 ans à Lorient, donc avoir le festival interceltique tous les étés, ça vous marque. Notamment, on le retrouve sur le côté de la Trinité des 3 déesses qu'on va retrouver dans la Triqueta, donc qui est le symbole en fait des trois morceaux de cercle en fait qu'on peut retrouver sur le livre des ombres de Charmed, hein, qu'on peut aussi citer dans mes univers d'inspiration. Buffy d'une certaine manière, voilà, c'est en fait, je suis inspirée par tous les univers que je peux avoir tout autour de moi. Parce que je pars du principe de toute manière aujourd'hui qu'on ne crée plus rien, on n'invente plus rien. Enfin, on crée mais on n'invente pas. Et clairement, je suis tout le temps inspirée par tout ce que je vois autour de moi, tout ce que je peux trouver autour de moi et autres. Et ce qui est très drôle, c'est des fois quand vous avez une idée que même j'ai pu avoir il y a 15 ans, et puis cette idée-là, vous allez la retrouver dans un livre ou dans un film ou quoi que ce soit qui a été fait 15 ans après, et vous vous dites, ah zut, on a eu la même idée. Mais lui, il a eu l'intelligence de la commercialiser. Voilà. Donc, vraiment, on va dire, voilà, je suis inspirée par beaucoup de choses, que ce soit du culturel ou du monde de l'imaginaire. Dans les choses un peu plus, on va dire, culturelles, on va retrouver aussi le cycle des réincarnations par rapport au passage de l'âme, donc inspiré de l'hindouisme. Clairement, il y a une ville qui est gérée par des clans de mafieux. Bon, là, on va retrouver les Yakuza. Voilà, c'est pour dire les grandes inspirations que je peux avoir sur ces univers-là. OK. Et du coup, donc tu as un Ah bah monde là, qui c'est est moi qui ai comme perdu ton son. il y a un monde qui C'est est bon. très grand,
En fait, en fait, là, tu là, choisis tu de choisis de jouer au jouer moment où la au moment magie où a la été magie a privée de été ton monde. privée de ton monde. Tout à fait. Tout à fait, parce que pourquoi j'ai choisi ça? Alors, il y a une part de caprice, on va dire, dans le sens où je pense pas qu'aujourd'hui les joueurs, et quand je dis les joueurs, je m'inclus dedans, hein, étant joueuse de GN, soient capables de faire vivre le monde tel que je l'imagine. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas encore assez avancé technologiquement pour vraiment faire un monde où vous rentrez dedans, vous avez l'impression qu'il y a de la magie partout. Ou alors, il faudrait que ce soit un GN où je pense l'entrée serait aux alentours de 15 000 € à peu près. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire jouer un GN à 15 000 €. Voilà, parce que j'imagine même pas les critères derrière des joueurs. Clairement. Clairement. Mais donc, en fait, je me suis dit comment, parce qu'il faut le savoir pour ceux qui n'ont jamais fait de GN, c'est que très souvent, la magie est symbolisée soit par des papiers sur lesquels on écrit des sorts qu'on va déchirer et puis vous imaginez le sort qui se passe, ou alors une balle en mousse que vous allez lancer sur quelqu'un en disant boule de feu. Alors, c'est très bien pour les mécaniques de jeu, mais pour l'immersion et le faire voyager, j'avoue que des fois, je suis fatiguée et j'ai du mal à avoir une boule de feu au lieu d'une balle en mousse. Donc, c'est pour ça que je dis un peu par caprice, c'est que je pense pas aujourd'hui qu'on soit prêt à faire des GN comme ça où on se sente vraiment entouré de magie. Du coup, bah, je m'étais dit comment je vais faire pour mon GN, faire un monde où tout est régi par la magie, mais où je peux pas le faire. Bah, je vais priver les joueurs de magie. Et donc, en fait, ça a influencé l'écriture, en fait. Ça a influencé ma création, mais en même temps, c'était logique. Parce que c'était, comme je vous disais, j'ai créé des DS qui jouent à un jeu, qui changent les règles quand ça les arrange. Donc, changer une nouvelle fois les règles, ça collait et ça rentrait tout à fait dans ma logique d'univers. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ça. Et puis aussi parce que j'aime mettre les joueurs en difficulté, comme moi, j'aime mettre en difficulté quand je fais un GN. Je l'ai dit en introduction, je suis quelqu'un qui aime les GN plus romanesques, je suis quelqu'un qui aime les GN où on ressent des émotions fortes. Euh, un de mes GN préférés a été un GN où en une soirée, j'ai manqué 3 fois de me faire assassiner. Parce qu'il y avait une tension de malade. J'étais vraiment rentrée dans la peau du personnage. Juste après, j'avais mon amoureuse d'enfance qui m'avait fait une déclaration d'amour pas possible avant de se jeter dans un portail qui l'envoyait vers une autre dimension et moi entourée de tous les gens qui voulaient me tuer. Ce qui m'a donné une scène qui était extrêmement forte et en fait c'est ce genre de scène que j'aimerais aussi offrir à mes joueurs et pour ça je pense qu'il faut commencer par les lâcher dans un univers où entre guillemets tout va mal parce que c'est plus simple de créer des émotions quand tout va mal, quand il faut avancer, quand il faut se battre pour quelque chose. Je pense que dans un univers où tout va bien, tout le monde il est joli, il ne se passe rien, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Alors tout à Alors, fait. tout à fait. Voilà. Alors du Alors, du coup, coup, on va arriver à la on fin va de arriver à la fin l'émission. de Donc la petite l'émission. Donc, la question, petite c'est question, c'est quand est-ce qu'on va quand est-ce voir qu'on va voir Méridionia sur un Méridionia terrain de sur un terrain GN? de GN? Euh, je pourrais pas dire en termes de date exacte, tout simplement parce que je suis affligée d'un handicap qui fait que je ne peux pas avancer aussi vite que je le voudrais dans l'écriture et dans la mise en place. Mais j'espère, peut-être, on va dire, entre 3 à 5 ans, histoire de donner une marge. Avant, ce serait bien, mais ça me paraît compliqué vu tout ce qui me reste à mettre en place et puis trouver l'équipe organisatrice, briefer tout le monde, faire comprendre à tout le monde l'univers. C'est un peu le problème quand on a un univers dans notre tête, c'est qu'après, il faut le faire comprendre aux autres. Mais j'aimerais bien que, voilà, au départ, j'avais pensé à le lancer pour 2022-2023, mais ça, c'était avant la Covid.
Et la Covid étant arrivée par là, clairement, ça, je pense, comme beaucoup de gens qui écrivent des GN, ça a un peu cassé les élans parce que cette frustration de ne pas pouvoir faire jouer, de tout le temps reporter, et puis toutes les, tout ce que ça amène derrière, on va dire en démarches administratives et autres, changer les dates, les remboursements. Enfin, voilà, j'étais pas prête. Donc c'est pour ça que je me dis, je me laisse une marge de 3 à 5 ans. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, c'est que ça devait être après. Mais voilà. Ça marche. Et bah Ça marche. Et écoute, bah le écoute, rendez-vous le est pris pour rendez-vous est plus pris pour tard, hein. plus Qui sait, tu tard. auras Qui peut-être un sait, t'auras renfort peut-être un renfort d'orgas d'orgas d'ici là. d'ici là. Je vous regarde. Je suis sûre que vous voulez devenir orga. Rejoignez-moi. On s'amuse bien. Il paraît que je fais des bons cookies. Je sais pas, je les ai Je pas sais pas, encore je les ai goûtés. pas encore goûtés. Je t'en ferai pour le prochain Asia, promis. Ça marche. Bah, Ça merci marche. Bah, beaucoup, merci Ellie, beaucoup, d'avoir Ellie, d'avoir participé. participé. Bah, de rien. Et puis, Et puis, merci à merci tous à ceux qui nous ont ceux qui nous ont suivis. On suivis. espère que On vous avez espère que vous passé un avez passé agréable un moment agréable avec moment nous. avec nous. Et on vous Et on dit vous dit rendez-vous le mois rendez-vous le prochain mois pour prochain la pour prochaine la émission. prochaine Allez, émission. ciao, Allez, bye. ciao, bye.